Bonjour, mon nom est Isabelle Gagnon. Bienvenue à Accès MRC. D'ailleurs, cette semaine, on parle de la MRC de Maria-Chapdelaine et je reçois son préfet, M. Luc Simon. Bonjour, Luc. Salut Isabelle. Ça va bien? Oui, ça va bien. Tu reviens depuis assez récemment, tout récemment, du congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités que tu as présidé d'ailleurs. Oui, c'est un gros événement. Puis de présider un événement comme ça, c'est le plus gros rassemblement du monde municipal du Québec. C'est le congrès annuel de la FQM. On est 1040 quelques membres, là. Donc ça fait beaucoup de gens. On a été obligé 45 jours à l'avance de cesser les inscriptions. On avait, comme je vous dis, 2000 participants. Donc vraiment, là, c'est très populaire. On avait une belle programmation. Puis présider un événement comme ça amène un petit peu de stress, un beau défi. Mais quand j'ai vu le succès de l'événement, là, j'étais vraiment très, très satisfait. On a eu que des commentaires positifs avec des petits ajustements à apporter, là, mais vraiment, là, c'est tout qu'un événement. Comment on arrive à être président de ce congrès annuel-là? Ça s'est fait comment, ça? Ben, j'ai été élu au conseil d'administration là, suite à mon élection là, en janvier 2018 à la FQM sur le conseil d'administration, comme je mentionnais, puis j'ai été réélu suite au dernier mandat là, qu'on a. On est élu pour 4 ans. Puis là, j'ai été élu aussi sur le comité exécutif. Puis je préside aussi, j'ai présidé la table forêt, là, je préside la table sur le développement local et régional, donc une grosse table aussi, puis on a un gros événement qui s'en vient en avril. Donc, je pense que mon implication aussi se fait sentir. Puis l'an dernier, on m'a demandé d'être vice-président du congrès. Donc, on était à Montréal, vice-président, on apprend un peu les rouages. Et cette année, ben là, c'était la présidence. La présidence, mais ce fut qu'une équipe là, vraiment bien structurée, bien organisée. Puis on avait des ateliers de formation super intéressants, des ateliers politiques aussi. J'ai aussi été conférencier dans 2 ateliers politiques où on a parlé d'une déclaration sur la forêt, où on veut davantage développer la forêt, puis régionaliser la gestion de la forêt, impliquer plus les municipalités dans sa gestion. Et sur les aires protégées aussi, où on détient très peu d'outils comme municipalité pour développer des réseaux d'air protégés. Donc, on veut s'y attaquer. Okay. La MRC était bien représentée aussi. Je crois qu'il y a des maires de nos municipalités qui ont pris la parole ou qui ont animé des ateliers. Effectivement, on avait des ateliers d'information. On a eu Mario Biron de Saint-Stanislas qui est allé présenter tout ce qu'ils ont fait avec l'Église. Vraiment un projet qui a été très, très bien accueilli. Et on a eu aussi Mme Sylvie Coulombe de Saint-Thomas-d'Idyme qui a présenté aussi toute sa démarche pour accueillir les immigrants. Là encore, là, ça fut une super belle conférence. Ça a montré le dynamisme de notre milieu. Effectivement, d'en avoir plusieurs. Puis on a même Marie-Claude Fortin, notre directrice générale, qui a participé aussi à un atelier politique suite au feu de forêt pour catastrophe qu'on a eu cet été. Donc, on a fait un atelier politique vraiment là-dessus pour voir comment les municipalités et les MRC, on peut être mieux impliqués au niveau de la sécurité. Donc, c'était vraiment une belle représentation de la MRC à ce congrès-là. C'est pas un petit événement au niveau de la participation, mais au niveau aussi des invités, de la qualité des invités que vous avez l'occasion de côtoyer, de recevoir. C'est l'événement où les gens se présentent. On a accueilli la ministre des Affaires municipales, bien entendu, pour un dîner. On a accueilli le premier ministre. On a eu la chance d'échanger avec lui. Il est venu nous dire un mot, nous parler du pacte fiscal. On a aussi Michel Jean qui est venu nous faire une conférence. On a eu Pauline Marois qui est venue faire une conférence pour parler de la place des femmes en politique. Donc, c'était extrêmement inspirant et intéressant. Donc, vraiment des invités prestigieux, puis d'être capable de les côtoyer, discuter avec eux, là, c'est un privilège. Puis au niveau des dossiers qui ont été discutés sur le plan municipal, sur le plan des MRC, est-ce qu'il y a eu des avancées ou des dossiers vraiment qui font l'unanimité puis sur lesquels là, toutes les municipalités ont choisi de travailler de front? Il y a plusieurs dossiers. C'est notre Assemblée générale annuelle. Donc, nous, ce qu'on a fait, on a pris quand même des résolutions sur plusieurs ateliers politiques, plusieurs dossiers politiques que les municipalités avaient transmis aussi à la FQM. Mais on a surtout parlé du pacte fiscal. On ne se le cache pas. On a pris des positions sur le pacte fiscal parce qu'il vient à échéance quand même l'année prochaine. Et on a des discussions à avoir sur le pacte fiscal. On sait qu'on approche une récession. Les responsabilités municipales sont de plus en plus importantes. On a des besoins grandissants pour, entre autres, s'adapter au changement climatique, mais bien d'autres besoins avec toute l'inflation, la hausse des coûts de tous les travaux. Donc, il y a beaucoup de demandes, mais on a aussi des responsabilités qu'on veut prendre comme MRC, comme municipalité, pour gérer nos milieux. Mais il y a plein d'éléments là, dans notre pacte fiscal. Donc, on a pris des positions là-dessus, on en discute. Puis actuellement, on a des échanges aussi là, avec le gouvernement là-dessus, mais comme on a mentionné, on ne veut pas négocier sur la place publique. On a des demandes qui sont assez claires. On va discuter avec le gouvernement. Puis on va voir comment on peut arriver à une entente qui est au mieux là, de toutes les municipalités. Puis les MRC aussi, là, qu'on travaille tous pour le même monde. Au niveau des dossiers plus locaux, si on se ramène au territoire, on parlait de forêt habitée.
Tout à l'heure, quand on discutait avant l'émission, qu'est-ce que ça représente là, pour ce projet-là, pour la MRC de Marion? Ça, c'est un gros projet. C'est un projet qu'on appelle Signature Innovation. Donc, c'est un des fonds qu'on a du ministère pour développer un projet. Puis, on a choisi, nous, de travailler sur la forêt habitée. On a un historique depuis les années 90 qu'on travaille en forêt habitée. On a l'Agence de gestion intégrée des ressources qui est un partenaire, mais la MRC, on gère aussi les TPI depuis 1997. Donc, on est présent sur le territoire depuis longtemps. Mais on a réellement, on veut développer le concept beaucoup plus loin, puis être gestionnaire de notre propre forêt, puis changer toute la gouvernance de la gestion. Puis on veut débuter sur la forêt habitée, là, la forêt qui est peut-être 15-20 km autour des municipalités. Oui. Donc, c'est de développer une gouvernance, puis s'approprier les leviers de développement sur cette forêt-là, d'être capable d'investir dans la forêt, d'en retirer les usufruits, mais en même temps, si on veut diversifier la transformation qu'on fait de notre matière ligneuse, il faut qu'on soit capable de changer la gouvernance et d'être capable d'avoir une meilleure influence sur l'aménagement forestier, sur la récolte, mais on veut travailler ça conjointement avec les industriels forestiers, bien entendu. Donc, on veut s'asseoir avec eux autres, de voir comment on pourrait faire autre chose avec la matière ligneuse. Mais on veut vraiment s'impliquer aussi dans l'aménagement, gérer par objectif, en faire plus que ce qui se fait actuellement. On conserverait l'ensemble des redevances dans notre milieu, puis on les investirait sur le terrain ou pour diversifier notre économie. Donc, vraiment, là, c'est un beau projet de développement économique puis de prise en main du territoire par les communautés. Puis on a beaucoup de partenaires et j'ai déjà parlé à la communauté Innu de Mastoyache. Oui. On veut travailler conjointement avec eux autres aussi dans ce projet-là. Donc, c'est dans l'air très ambitieux aussi de s'accoler au premier peuple pour développer les projets. On travaille déjà ensemble là, dans des projets économiques comme les 2 mini-centrales qu'on a construits. Puis on regarde l'éolien actuellement avec eux aussi parce qu'on sait qu'il y a des potentiels éoliens. Donc ça, c'est un autre projet d'importance qu'on travaille avec la communauté. Donc, la communauté, là, on est habitué de discuter ensemble, de faire des projets à vocation économique. Donc, pourquoi pas parler de forêt? Je pense que ce serait très innovateur et très bien vu. Puis, les deux communautés, on retirait des bénéfices de l'aménagement de ce territoire-là. On en est rendu où, justement, dans ce projet-là? Est-ce que c'est encore... On attend encore pour voir si on va avoir le OK au niveau des gouvernements? On a eu le OK. Il y a eu des avis sectoriels de demander aux différents ministères qui ont tous donné leur approbation. Les ministères vont être assis à la table avec nous. Donc, on est à mobiliser des partenaires. On va embaucher aussi des chargés de projet, donner des mandats, parce qu'on a plusieurs mandats à évaluer dans ce cadre-là, dans le cadre de ce projet-là. Donc, on est vraiment au tout début, mais on a, comme je mentionnais, quand même 1,2 million là, pour travailler le concept. Donc, je pense qu'on va être capable de le pousser très loin. Et à la FQM, ce qu'on a demandé, entre autres, de notre résolution qui parle de forêt, c'est de mettre en place un programme de forêt de proximité. On parlait de 2023 ou le plus rapidement possible. Donc, vraiment, là, il y a d'autres endroits au Québec qui nous regardent puis qui veulent aussi avoir des projets de forêt habitée, forêt de proximité, deux termes qui se ressemblent. Oui, parce qu'on est quand même le point de mire comme région forestière. Effectivement. Il y a sûrement des gens qui attendent de voir qu'est-ce qui va se faire ici pour faire des petits ailleurs aussi au Québec. Côté touristique, il y a aussi des projets. On a des projets de côté touristique. Il y en a un projet là, qui est le monastère qui est bien d'actualité. On a déposé une offre d'achat la semaine dernière, donc au début du mois d'octobre. On est en attente là, de la réponse des pairs. J'ai bon espoir, comme j'ai mentionné aux médias, là, que cette offre d'achat-là soit acceptée parce qu'on veut transmettre le legs des pairs là-dedans. On veut développer puis rendre accessible le territoire à l'ensemble de la population. Mais c'est clair qu'on n'effacera pas l'héritage des pairs en mettant en valeur l'ensemble du territoire et du bâtiment. Ça va être perpétué. Et pour nous, là, c'est notre histoire. Hein. Tout le monde est attaché aux pairs. Fait qu'on veut... Pour ce qui est du bâtiment, on veut travailler avec du privé. On veut regarder comment on pourrait développer de l'hébergement. Je pense qu'on est capable de faire de beaux projets, un beau produit, puis je suis convaincu qu'on va être capable de s'attacher avec des partenaires pour le développer. Mais ce qui est intéressant, c'est le terrain en tant que tel. C'est un grand terrain. Il y a la rivière Aura, qui est une très belle rivière avec la chute à Caris. Il y a la Bleuetière aussi, là, qu'on a pris notre droit de préemption parce qu'elle fait partie du territoire, elle est enclavée. Donc, il y a énormément de développement puis de choses qu'on peut faire. On va regarder avec le Parc régional des Grandes Rivières, mais on veut consulter la population. Oui. Puis c'est une poursuite un peu là, du parc La Pointe des Pères. Hein? C'est connecté directement. On a déjà le sentier Monastérium qui est là avec le parc des Grandes Rivières. Il y a un sentier de motoneige avec la ville de Dolbeau-Mistassini. On a aussi des sentiers de la demi-ski qui sont là. Donc, on a déjà des sentiers, mais en étant pleinement propriétaire, en voulant faire un parc, je pense qu'on va le développer davantage. Parlant du parc des Grandes Rivières, il y a le secteur Vauvert aussi, qui pourrait s'attacher. Je pense que vous travaillez sur quelque chose là, dans ce secteur-là. On veut développer le secteur Vauvert où on a encore des accès publics au plan d'eau. Puis on a aussi le site touristique de Vauvert là, qui est quand même
qui a quand même besoin d'amour, on va le dire. Je pense que même la ville en est consciente. Ça fait quand même, depuis les années 90, qu'il n'y a pas nécessairement grand-chose qui a été fait là. Puis nous, on a une base plein air, l'ancienne base plein air qui est là, qui est sur les terres publiques intramunicipales de la MRC. Donc, on veut analyser comment on peut mieux développer ce territoire-là, mais dans le respect des gens qui demeurent là, parce qu'on a un village qui est là, hein, on se le cache pas. Fait qu'on veut développer, puis on veut développer des infrastructures qui vont servir à la fois aux touristes et à la fois aux citoyens, aux gens. On a déjà eu 2 rencontres avec la ville, mais avec les comités locaux là, qui sont présents avec les citoyens de Vauvert. Donc, on a eu des très, très beaux échanges. On développe un projet commun. Et déjà, quelque chose qui est sur la table, c'est qu'on veut amener la route touristique à Vauvert. Parce qu'on veut développer une route touristique autour du lac Saint-Jean avec destination lac Saint-Jean. Il y a la route du Fjord, il y a la route des Baleines, il y a des routes touristiques ailleurs au Québec, mais ici, on n'en a pas. Donc, on veut développer la route autour du lac pour amener davantage de touristes. Et on veut qu'elle passe le plus proche possible du lac Saint-Jean, bien entendu. Donc, ça inclut Vauvert. Et il y a la route là, entre Péribonka et Vauvert qui est en gravier. Donc, on veut regarder pour l'asphalter. On a déjà parlé à notre député. On va regarder les options qu'on peut faire. Puis même la MRC, on a demandé à la ville de Dolbeau-Mistassini et la municipalité de Péribonka. On est même prêt de partenaire s'il y a des mises à fond à mettre. Mais on aimerait travailler ce projet-là, les 3 municipalités, pour regarder des programmes de financement là, pour asphalter cette route-là, qui serait un beau projet pour développer le secteur. Intéressant. Très intéressant. Au niveau des services, est-ce qu'il y a des choses qui vont se développer au cours de la prochaine année ou qui sont dans les cartons à court, moyen terme? Actuellement, il y a beaucoup de... Le GES donne des services municipaux en commun. Dolbeau-Mistassini fait de même dans l'Est. C'est correct, c'est des services que les municipalités doivent se donner. C'est pas le rôle d'une MRC, nécessairement. Sauf que là, on a des grands besoins. On a le parc des Grandes-Rivières, mais on a aussi des municipalités qui ont des infrastructures vieillissantes. Puis on a un grand besoin en ingénierie, pour travailler en ingénierie, développer nos projets, monter nos projets, pour être prêt à déposer quand on a des demandes de financement ou autres à déposer. Pour ça, on est en train d'acquérir aussi le centre C.A. Gauthier, qui est l'ancienne caisse populaire là, de Mistassini, qui appartient à la ville. Donc, on a un programme de financement, on a été accepté. Donc, on va pouvoir acquérir le bâtiment, mais en même temps le remettre à eux pour le même prix que si on faisait uniquement l'acquérir. Donc, on a une bonne partie des coûts, là, 69% des coûts sont financés. Donc, pour nous, c'est majeur, puis c'est un beau gain de la communauté. Puis, je vous dirais que l'équipe de la MRC grossit, puis on est très à l'étroit dans nos bureaux. Donc, ce local-là est en avant de chez nous, en avant de nos bureaux. Donc, on a des gros projets là-dessus. Donc, l'ingénierie, actuellement, là, on est en train de monter l'équipe d'ingénierie pour offrir ce service-là aux municipalités. On parlait de la route du Tour du Lac. Je ne peux pas ne pas aller vers la véloroute des Bleuets. Qu'est-ce qui se passe là, avec la véloroute de ces temps-ci? La véloroute, on a la chance d'avoir des maires très mobilisés. Parce que la véloroute, on a eu un programme de bonification là, pour développer puis sortir. Ce qu'on vit, c'est sortir la véloroute de l'accotement de la route régionale, là, la 169 habituellement, parce que ça pose des enjeux d'expérience puis de sécurité. Donc, on a un projet qui a été réalisé à Péribonka grâce à la mairesse, là, Guylaine, qui a été très, très dynamique et qui a réussi à convaincre les promoteurs, les propriétaires privés qui étaient là. Donc, on a vraiment un beau tronçon. Il reste des améliorations avant l'ouverture. Et on est en train de développer Normandin actuellement aussi. On a un nouveau tronçon qui est en construction à Normandin et Albanel aussi, là, qui s'en vient. La municipalité a attaché pas mal toutes les ficelles. On est en attente de la MRC mandataire là, qui travaille avec les ingénieurs pour concevoir les plans de vie de ce secteur-là. Mais on aurait un beau tronçon qui partirait de Dolbeau-Mistassini pratiquement jusqu'à Albanel en étant complètement sorti de l'accotement de la route régionale. Puis si on continue plus loin, on serait même à Péribonka là, en étant complètement sorti de la route régionale. Fait que pour nous, là, on devient vraiment beaucoup plus attractif pour cette clientèle-là, la véloroute, qui est très importante. Parce que c'était quand même une lacune dans le secteur, là, d'avoir au niveau sécuritaire, mais c'est intéressant. On a toujours été les parents pauvres de la véloroute, mais là, actuellement, avec ces projets-là, je pense qu'on va devenir vraiment plus attractif. Puis aussi, pour notre vitalité, c'est pour les citoyens, c'est pas juste pour les touristes, hein, c'est pour les citoyens. Donc vraiment, là, un beau projet, puis on est très fiers de ce projet-là. On a parlé de services d'ingénierie. Ça me fait penser à la main-d'œuvre. Je pense qu'à toutes les émissions, on en parle. Ça doit être des problématiques que connaît la MRC aussi et à peu près toutes les municipalités. On recevait il n'y a pas longtemps le maire de la municipalité d'Albanel qui nous parlait aussi des difficultés de recrutement, du manque de main-d'œuvre. La MRC
Est-ce que vous touchez à ça? Est-ce que c'est des dossiers que vous poussez auprès de certaines instances? Bien, c'est des dossiers très, très difficiles à traiter. Hein? Puis oui, nous aussi, là, c'est un problème démographique, mais on le sait qu'avec Porte ouverte, on a quand même beaucoup plus d'interventions. Beaucoup de gens viennent s'installer à la région. Pour nous, c'est très, très intéressant. Et on travaille avec la FQM pour amener des solutions là, au niveau de la main-d'œuvre, amener plus de personnes à la région. Mais si on veut amener plus de personnes, il faut travailler aussi le logement. Voilà. Donc, c'est deux choses qui sont concomitantes. Il faut travailler de concert. Au niveau régional, on a identifié ces priorités-là aussi. Là, le logement, la main-d'œuvre, migration, c'est deux des priorités régionales qu'on a identifiées avec la ministre régionale pour cette année. On veut développer aussi nos infrastructures industrielles. Donc, pour ce qui est de la région, voies ferrées et gaz naturel. Donc, vraiment, là, des priorités qui nous touchent de très, très près. Puis, pour ce qui est plus spécifiquement d'un enjeu de main-d'œuvre, on sait qu'au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, on avait déjà dit qu'on voulait avoir des mesures spéciales. Puis on a un comité qui a été mis en place. Puis on interpelle la députée, là, puis on arrive à la finalisation de ces demandes-là. Des appuis du CIUS aussi qui sont là, des appuis du Centre de services scolaires pour avoir des mesures spéciales pour notre territoire, être reconnu comme région éloignée, puis avoir des mesures davantage attractives pour amener des gens à venir travailler chez nous parce qu'on sait qu'on a au niveau de l'éducation, on a plus de difficultés à recruter des professeurs qui sont qualifiés. Même chose au niveau de la santé, il y a souvent des coupures de services dans notre milieu. Oui. Donc, on continue les travaux à ce niveau-là. Puis d'ailleurs, la députée a été interpellée, est au courant, puis on va transmettre là, nos propositions bientôt au gouvernement. Okay. Ça pourrait se traduire, par exemple, par des bonus par exemple, au niveau salarial? Par exemple, des bonus au niveau salarial. Il faut voir au niveau de l'organisation du monde du travail. Il y a peut-être plusieurs choses, là, mais on veut amener des propositions, mais habituellement, c'est souvent au niveau du salaire hein, qu'il y a des bonifications d'apporter. Le logement me fait penser à la lutte à la pauvreté aussi. La MRC est bien impliquée là-dedans. Ça se dessine comment, là, les projets qui se travaillent sur le territoire, parce qu'on ne se cachera pas que c'est quand même une problématique qui est de plus en plus alarmante. C'est une problématique qui est très, très, très grande, on le sait. Il y a des problèmes de santé mentale aussi à travers ça. Il y a beaucoup d'enjeux. Puis on a des organismes très, très impliqués qui s'occupent là, de soutenir l'aide à la personne directe. On a DCMC, Développement Collectif Maria-Chapdelaine, qui gère des bleuetières. Puis les revenus, les profits qui sont faits de ces bleuetières-là, on les réinvestit dans la lutte à la pauvreté. Donc vraiment dans les organismes communautaires qui viennent en aide à la personne. Les OBNL, souvent dépendent de financement, de subventions, mais c'est souvent pas suffisant. Donc nous, avec DCMC, on est capable d'investir puis de faire des appels de projets. On a fait un l'année dernière au printemps de 100 000 $. Je n'ai pas le chiffre exact. Puis on a un autre appel de projet d'une quarantaine de mille de dollars. Donc vraiment, là, c'est vraiment intéressant. Puis on voit qu'en ayant le contrôle sur nos ressources naturelles, on est capable de générer de l'économie. Parce que ces bleuets-là sont cueillis localement par des gens d'ici, sont payés pour faire ça. L'entretien se fait par des gens locaux. Les bleuets vont dans nos usines locales. Mais oui, on fait virer l'économie, mais en même temps, on est capable d'investir les profits dans le développement local. Donc, un beau levier. Puis on va valider aussi comment on développe la bleuetière du monastère, parce que on veut utiliser le terrain pour développer le tourisme et faire un projet global, mais les revenus de la bleuetière, on va se pencher là-dessus, là, à quelle fin on les utilise. Mais on a quand même des baux à respecter, mais on veut l'analyser. C'est très intéressant d'avoir des bleuetières et d'être capable d'investir ces projets-là, ces sommes-là dans des projets structurants chez nous. Avez-vous remarqué une recrudescence des demandes, des appels à l'aide des organismes communautaires, entre autres, par rapport, par exemple, à l'itinérance, au logement? On a toujours beaucoup de demandes. Aux demandes alimentaires. On a toujours beaucoup de demandes. La problématique, souvent, dans le fonctionnement de l'organisme, nos sommes, c'est beaucoup plus des projets pour bonifier les infrastructures, puis c'est de même à peu près tous les appels de projets sont à peu près dans ce sens-là, sauf que on a souvent des problèmes de fonctionnement, là, des budgets de fonctionnement, puis c'est là que c'est plus difficile, puis c'est là qu'on interpelle aussi le gouvernement de jouer son rôle. On le voit avec la Maison Colombe-Veilleux, d'ailleurs, qu'il y a des gros problèmes. Puis on a fait des demandes là, pour avoir un financement récurrent supérieur, parce que nous, c'est délicat d'embarquer dans du financement récurrent, parce que c'est quand même le rôle du gouvernement de financer ces entreprises-là qui viennent en aide à la personne. Et si on finance une organisation, ben on va toutes les financer, puis l'ensemble de nos sommes vont être investies là-dedans. J'aime autant qu'on met des programmes pour améliorer les services qu'on offre, puis bonifier les infrastructures qui sont là. Et on interpelle le gouvernement pour financer adéquatement ces organisations-là. Mais depuis la pandémie, la fin de la pandémie, oui, on voit une recrudescence puis une demande. Les fonds sont moins là. Il y a même eu des programmes auparavant où on a déjà fait des appels d'offres où on n'a même pas tout investi les sommes parce que le gouvernement avait des beaux programmes pour ces organismes-là.
Mais ces programmes-là ne sont plus là, donc oui, il y a un besoin. La planification budgétaire pour la prochaine année, vous devez être dedans ou sinon ça commence très bientôt, j'imagine? Oui, on est déjà commencé. La Régie des matières résiduelles, on devait adopter notre budget pour la fin du mois de septembre, donc c'est des obligations. Pour que la MRC, par la suite, on va adopter notre budget et les municipalités vont adopter le budget en décembre aussi. On est en plein là-dedans. C'est toujours des exercices un peu spéciaux. On essaie de concilier les différents budgets, les différents programmes qu'on a. La MRC, on a quand même la chance d'avoir des programmes qui nous soutiennent, donc on appelle le FRR, le Fonds Région Ruralité. On a aussi des TNO qui nous rapportent des taxes, puis on offre des services aux TNO, puis on offre quand même beaucoup de services aux TNO, donc on essaie d'utiliser ces sommes-là au mieux qu'on peut aussi là, pour diminuer l'impact fiscal là, sur le contribuable directement. Mais c'est toujours un exercice de tenter d'en mettre le moins possible sur le dos des municipalités. Parce que c'est les codes-parts. Non, c'est pas évident, mais je pense qu'on va y arriver encore. Puis on l'a toujours fait dans le passé parce qu'on a eu des augmentations quand même à la MRC de budget, puis on n'a jamais impacté vraiment les codes-parts des municipalités. Mais on est capable d'utiliser les sommes qu'on a là, pour offrir des services, malgré la croissance de l'équipe. C'est pas un problème. Luc Simard, merci beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine. Bien, merci Isabelle. Je vous remercie aussi d'avoir été là. Donc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre Accès MRC. Bonjour, mon nom est Émilie Godreau de Délices du Lac-Saint-Jean. Au nom de tous les producteurs WS sauvages, je vous invite à circuler à l'intérieur des sentiers balisés cet été. Merci de votre respect et bonne saison à tous! À Saint-Stanislas, grâce à l'implication citoyenne, on a redynamisé notre village. Ce qui est important, c'est les idées qui viennent, mais les gens pour les réaliser, les gens qui sont assez proches de ça puis qui croient aux idées qui ont été émises. Là. Chacun peut faire la différence. C'est pour ça que je m'implique, parce que j'y crois. Les discussions pour la transformation de l'Église sont faites en 2015, fin 15, début, à peu près, oui. Fin 14, début 15. On avait une journée de la ruralité à Saint-Edmond-des-Plaines pour discuter qu'est-ce qu'on pouvait faire comme projet dans nos municipalités. Nous, on pensait beaucoup à notre Église transformée parce qu'on n'avait plus aucun service dans la municipalité. Puis, suite à une conversation, notre agent local du temps, qui était Carole Richer, il est venu à notre table et nous a apporté une idée de faire un mur d'escalade dans l'église. Fait que là, la question se posait, mur d'escalade, mais pourquoi pas? Là, on a discuté de ça ensemble aussi, puis restaurant, bibliothèque, plein de choses pour utiliser cette bâtisse-là. On a mûri ça, Marc, on a jasé beaucoup avec Caroline, qui est notre directrice générale, le conseil municipal. Puis pour ça, ben, on a fait des consultations publiques. On a rencontré nos gens, on leur posait la question s'ils étaient intéressés à qu'on fasse quelque chose dans l'Église. Puis c'est de fil en aiguille, ça a monté à notre projet qu'on a porté avec 3 consultations. Ben, l'impact pour notre municipalité, là, on s'est donné plein de services qu'on n'avait plus du tout. Il n'y a pas un mois qu'on n'a pas un téléphone quelque part au Québec pour savoir comment est-ce qu'on a fait pour transformer ça. Est-ce qu'on fait parler de nous autres à grandeur du Québec? On a même gagné un prix au patrimoine religieux il y a quelques années. Pour nous autres, c'est une fierté, c'est sûr, là, mais pour les gens de la place aussi, c'est une fierté. C'est sûr que les heures que j'ai mis, que Mario a mis, que d'autres personnes ont mis dans ce projet-là, on les a jamais calculées, on n'a jamais facturé ça. Ça faisait partie de la démarche, si on veut. On s'est impliqué là-dedans, on a dit on y va jusqu'au bout. Puis on a fait beaucoup d'heures. La paye de ça, c'est la réalisation comme telle, le projet comme tel, mais c'est aussi la fierté des citoyens. Je ne le vois même pas comme des heures travaillées, je le vois comme des heures qu'il fallait donner pour que ça se réalise. Il n'y a pas juste nous deux qui s'est impliqués à ça, là. Le conseil municipal, la directrice générale, pour la mentionner, Caroline, il ne faut pas oublier de la mentionner, mais je voudrais remercier aussi toute la population qui se sont impliqués à ce projet-là. Puis, de près ou de loin, puis ceux qui y participent encore, qui viennent tous les jours, ils viennent régulièrement, puis qui parlent en positif de notre projet.
La province de Québec peut compter sur une cinquantaine de télévisions communautaires pour assumer une couverture locale. 40 sont membres de la Fédération des télévisions communautaires autonomes du Québec. Les membres de la Fédération sont répartis dans 14 des 17 régions de la province de Québec. C'est 6,5 heures de production par semaine et de 2 heures d'information locale. 398 municipalités desservies au Québec avec un potentiel de 1,3 million de téléspectateurs. 932 bénévoles participent de près ou de loin à la programmation d'accès. Avec la contribution des bénévoles, les télévisions communautaires autonomes garantissent une programmation de proximité avec les gens de la communauté. Le besoin et le désir pour une télévision communautaire sont d'être le reflet de la réalité et des réalisations du milieu, tant qu'elles continueront d'offrir de l'information locale, d'impliquer leur population et de défendre les intérêts de leurs concitoyens, les TCA garderont leur raison d'être. La série Parcours inspirant vous fera découvrir différents métiers et le parcours professionnel de personnes qui ont décidé de tracer leur propre voie. Avec transparence et générosité, ils s'ouvrent à vous et partagent leur expérience. Et vous verrez que le chemin n'est pas toujours tracé d'avance. Bonjour, c'est Isabelle Gagnon. Cet automne, j'anime Portrait des familles d'ici, une émission de discussion intergénérationnelle qui fait entrer en dialogue nos aînés et leurs descendants. Découvrez à chaque épisode une nouvelle famille dans MRC de Maria-Chapdelaine qui échange sur son passé et raconte comment les membres ont laissé leur marque dans leur municipalité. Soyez-y à MATV, Saguenay-Lac-Saint-Jean. La série Agir pour l'avenir revient pour une deuxième saison avec des conférences, des reportages et des entrevues avec différents collaborateurs. Elle vise à mettre en valeur les organisations et les gens qui ont comme mission de protéger l'environnement. Produit en collaboration avec divers partenaires et avec la participation financière de la MRC de Maria-Chapdelaine.